The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. 57 ans, c'est l'âge moyen des agriculteurs en Europe. Un chiffre d'autant plus alarmant, selon les spécialistes du secteur, qu'il ne cesse d'augmenter. Si rien ne change, cela signifie que dans 10 ans, plus de la moitié des agriculteurs de l'Union européenne seront partis à la retraite. Alors, quelle vision d'avenir pour l'agriculture européenne? Comment assurer la relève et notre sécurité alimentaire? Je suis partie à la rencontre de ces jeunes qui ont décidé de relever le défi. Bienvenue dans ce 55e épisode de Nourrir l'Europe. Bienvenue dans ma ferme. Nous venons de terminer la traite. Nous sommes en Flandre, pas très loin de la frontière néerlandaise. Si l'on compare la Flandre au reste de l'Europe, on dit toujours que la Flandre a le meilleur climat, les meilleurs sols pour l'agriculture. C'est donc l'endroit le plus propice à l'agriculture. Et nous avons beaucoup d'eau ici. Les champs du plat pays qui nous entourent sont caressés par un généreux soleil de printemps. Nous sommes samedi, un jour comme un autre pour Justine Pope, 24 ans. Née dans une famille de producteurs laitiers, la jeune femme aide ses parents au quotidien sur l'exploitation de 100 hectares. Elle m'accueille chaleureusement en tenue de travail, combinaison et bottes en caoutchouc kaki. Ça, c'est ma brouette. Je dois sortir des biscuits pour les vaches du réservoir qui se trouvent là-bas. Faites attention, parce qu'il va y avoir beaucoup de poussière quand je l'ouvrirai. Ma ferme est une ferme flamande mixte typique, avec des porcs et environ 180 vaches laitières. Nous avons aussi quelques cultures, dont 20 hectares de pommes de terre. Le reste de nos terres sert à nourrir nos vaches avec du maïs et de l'herbe. Justine travaille aussi à temps partiel comme journaliste pour une revue agricole. Quand je lui demande comment elle se définit professionnellement, elle n'hésite pas une seconde. Je me sens vraiment agricultrice. J'ai d'abord voulu aller travailler à l'extérieur parce que quand on reprend une ferme, c'est pour le reste de sa vie. C'est une grosse somme d'argent, des remboursements à vie. Donc, avant de prendre cette énorme décision, je veux d'abord déployer mes ailes et voir un peu le monde, voir comment les agriculteurs travaillent dans d'autres pays et avoir des contacts avec des gens. Ce que l'avenir me réserve n'est pas encore très clair. Sa seule certitude, la relève est assurée dans la ferme familiale puisque son frère se destine aussi à une carrière agricole. C'est loin d'être le cas dans les autres fermes de la région. Autrefois, du vivant de mon grand-père, il y avait 15 fermes ici. Mais aujourd'hui, on n'est plus que 2. Et c'est surtout parce que les agriculteurs vieillissent, prennent leur retraite et que les jeunes ne veulent plus reprendre l'exploitation. J'ai aussi des amis qui sont consultants dans le secteur et qui visitent 3 fermes par jour pour conseiller les gens. Ils disent que dans 2 tiers des fermes, il n'y a pas de relève. Et quand j'évoque les néo-ruraux comme une solution potentielle à cette crise du renouvellement générationnel, Justine n'est pas convaincue. Je pense que c'est un mode de vie. Parfois, l'Europe pense qu'avec plus de subventions et d'écoles, il y aura plus d'agriculteurs. Mais c'est totalement faux. Il faut former les agriculteurs dès l'enfance. Le seul moyen de former de nouveaux agriculteurs, c'est le renouvellement des générations, la transmission du père à ses enfants qui reprendront l'exploitation. Parce que je pense que les citadins qui se lancent dans l'agriculture ont une vision plus court-termiste.
En tant que membre du CEJA, le Conseil européen des jeunes agriculteurs, Justine a été invitée par la Commission européenne à participer au Youth Policy Dialogue, entendez une série de rencontres entre des jeunes Européens issus du monde agricole et rural et Christoph Hansen, le commissaire européen à l'agriculture et à l'alimentation. Objectif, faciliter l'installation des jeunes agriculteurs. C'est donc en plein centre de Bruxelles que je retrouve Justine, le 7 mai, au terme d'une journée riche en discussions. Sa première impression est positive, peut-être aussi parce que Christoph Hansen vient, comme elle, du sérail. Le dialogue avec les jeunes est un pas en avant, mais je suis également très heureuse que Hansen ait une autre façon de travailler. Il visite tous les pays d'Europe et un agriculteur lui a dit « Ok, vous devriez peut-être venir en Espagne pour voir que nous travaillons avec les vieux équipements de mon grand-père. » Hansen a répondu que oui, ce serait bien d'aller en Espagne parce qu'il pourrait alors vraiment se rendre compte des problèmes, ramener la pratique au cœur des institutions européennes. Parce que oui, la législation est rédigée par des citadins qui ne sont pas vraiment conscients de ce qui se passe en dehors de ces villes. Donc c'est important. Justine a eu l'opportunité d'exposer les difficultés qu'elle rencontre en tant qu'agricultrice flamande. La Flandre est une région très fragmentée, avec beaucoup de zones naturelles, beaucoup de villes. Si je reprends la ferme, ça va me poser problème d'avoir des terres aussi fragmentées. C'est pourquoi ma contribution au dialogue des jeunes a été de dire que les terres agricoles doivent être protégées. Une autre chose que je trouve vraiment importante, c'est que si j'exploite une ferme à côté d'une zone naturelle, en particulier une zone Natura 2000 qui est protégée par l'Union européenne, à proximité de cette zone, la législation est très stricte. Et beaucoup d'agriculteurs en Flandre doivent investir dans des techniques très coûteuses qui ne sont pas rentables pour nos exploitations. L'épurateur d'ammoniac en est un exemple. Je souhaite donc que la PAC m'apporte une aide à l'investissement très souple, qui me permette de m'adapter aux règles européennes en matière de développement durable ou de protection de la nature. Voilà ce que j'ai dit. L'occasion pour Justine de mieux comprendre la distribution des compétences entre institutions nationales et européennes. J'ai donc mentionné tout ça, mais le commissaire a fait remarquer que ça dépendait de la législation nationale. Les États membres doivent s'en occuper. Il a donc expliqué aux agriculteurs, ceux-ci regardent l'UE et ceux-là, non. Et c'était très clair. Et c'est en fait une réponse à toutes les questions que je me posais. Le dialogue avait pour thème l'accès aux terres et l'accès au financement, deux obstacles majeurs à l'installation des jeunes agriculteurs. En Flandre, le prix des terrains s'élève en moyenne à 80 000 € l'hectare. C'est la chose qui m'effraie le plus. Et quand les prix des terrains sont si élevés, ils sont davantage considérés comme des biens que comme des investissements. Je pense qu'on ne peut pas avoir de terres, sauf si l'on a un père ou une mère du métier qui a déjà des terres. Parce que le prix des terres augmente chaque année. À l'époque de mon père et de ma mère, les prix étaient abordables. Pour Justine, la question du financement en agriculture est réellement problématique et source d'incertitude. Quelqu'un qui travaille de 9h à 17h a un revenu sûr. Mais en tant qu'agriculteur, ce n'est pas le cas. Et surtout, en tant que jeune agriculteur, vous êtes un profil à très haut risque pour la banque. On s'est donc dit que les banques devraient peut-être nous accorder des crédits flexibles parce que, surtout avec le changement climatique, on a de mauvaises années et donc pas de bonnes récoltes et pas de bons revenus non plus. Et la banque a peur de nous accorder un crédit parce que la législation change presque tous les 10 ans et le remboursement d'un crédit est plus long qu'une législation politique. C'est donc très difficile pour nous. Nous ne savons pas, dans 10 ans, ce qu'il en sera. De cet échange avec Justine, une chose m'a marquée, sa conviction que l'agriculture est aujourd'hui inaccessible aux jeunes non issus d'un milieu agricole. Pourtant, certains parcours prouvent que c'est possible. Direction la conférence sur la vision de la Commission européenne pour l'agriculture et l'alimentation, en plein cœur de Bruxelles.
L'entrée principale, c'est là, pour le congrès. Il faut monter l'escalator. Hein? Le témoignage de Anne van Leeuwen, une jeune femme néerlandaise de 36 ans spécialisée dans l'agriculture régénératrice, retient particulièrement mon attention et enthousiasme le public. Then if my child is 5 years old, farming is something to aspire to here. Rendez-vous est pris pendant la pause déjeuner. Quand j'avais environ 5 ans, je voulais être agricultrice, parce que ça me semblait être le plus beau métier du monde. Et oui, ça m'a valu beaucoup de commentaires négatifs. Et c'est là que j'ai réalisé pour la première fois que les gens ne considéraient pas l'agriculture comme quelque chose de magnifique. Le terme agriculteur faisait même office d'insulte, pour me rabaisser en fait. Cette vocation contrariée par le regard des autres va conduire Anne à mener une longue réflexion philosophique et sociologique sur notre conception de l'agriculture. J'ai fini par étudier l'histoire de l'art, puis j'ai voulu suivre des cours de biologie parce que cela me semblait être une combinaison intuitive, idéale. Et puis le comité d'examen n'a pas trouvé que c'était une bonne idée. Pour la première fois, j'ai réalisé que cette sorte de division n'est pas seulement entre la nature et l'agriculture, mais qu'elle est en fait entre la nature et la culture, dans l'ensemble de notre société. J'ai donc passé 9 ans à étudier ce clivage nature-culture en essayant de trouver un moyen de les combiner quand même. J'ai également commencé à voir que beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui comme d'énormes problèmes, la crise climatique, la disparition d'espèces sur cette planète et les inégalités sociales, sont en fait liées, proviennent de cette déconnexion, non seulement dans nos têtes, dans notre vision du monde, mais qu'en plus nous avons institutionnalisé ce profond clivage. Résultat, à cause de cette culture, nous essayons constamment de corriger les symptômes, mais on ne s'attaque pas à la racine du problème. Et j'ai commencé à comprendre à quel point cette racine est profonde. C'est alors qu'Anne découvre l'agriculture régénératrice qui va l'amener à renouer avec son rêve d'enfant. Il s'agit d'une réflexion totalement différente. Il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre, entre la nature ou l'agriculture, la biodiversité ou la productivité. C'est et. Et cela pourrait également nous nourrir tous. J'étais également encore coincée dans cet état d'esprit académique qui veut que si l'on possède les connaissances, on a le droit de dire aux autres ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Mais c'est aussi une déconnexion. Ce n'est que lorsque nous avons commencé à nous rendre dans des fermes et à parler avec d'incroyables agriculteurs pionniers que nous avons réalisé que la voie à suivre était de devenir nous-mêmes des agriculteurs, d'assumer cette responsabilité mais aussi de nous reconnecter, non seulement à la nourriture et au paysage, mais aussi à nous-mêmes. Ni elle, historienne de l'art, ni son compagnon, biologiste spécialiste des amphibiens, ne disposent de terre. Il leur faut donc trouver des financements, le début d'un véritable parcours du combattant. C'est très difficile. On s'en est d'autant plus rendu compte qu'on était non seulement novices en agriculture, mais aussi en entrepreneuriat. On a littéralement dû tout apprendre en partant de zéro. On a tout de suite compris que c'était un peu l'œuf ou la poule. On a d'abord consacré beaucoup d'efforts à la rédaction d'un business plan. Il n'était pas abouti car nous n'avions pas encore accès à une terre. On s'est très vite rendu compte que toutes les institutions financières nous disaient qu'elles n'allaient pas nous financer si nous n'avions pas de terre. Et tous les propriétaires fonciers disaient « Nous n'allons pas nous lancer dans cette entreprise avec vous sans financement ». Je pense que pour beaucoup d'agriculteurs débutants, c'est vraiment difficile de trouver les moyens de démarrer. Finalement, il nous a fallu remporter un prix international avec notre business plan pour obtenir un prêt à 7% d'intérêt, ce qui est fou quand on y pense aujourd'hui. Mais c'était pour nous le seul moyen de démarrer. On s'est lancé dans l'agriculture il y a 6 ans, en louant principalement les terres pour maintenir notre prêt à un niveau très bas. Il nous a fallu investir beaucoup d'économies, de temps et d'énergie pour démarrer, parce qu'il n'y a pas d'entrée en matière simple. Comme Justine, Anne insiste sur la nécessité de solutions de financement à la hauteur des défis que doivent relever les jeunes agriculteurs quand ils se lancent dans le métier. Je pense vraiment qu'il faut une structure de financement différente pour les start-up et les exploitations en transition. Personne ne voulait prendre le risque. Ce n'est tout simplement pas juste de faire peser tous les risques sur les agriculteurs débutants et de leur demander d'assurer la transition. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Ce qu'il nous faut, c'est une structure de financement pour les agriculteurs débutants, qui soit sur le long terme et patiente. Nous devons nous débarrasser de l'insécurité. C'est le plus important.
Bien sûr, on peut toujours être critique sur le plan commercial, mais quand on voit la flambée des prix des terres aux Pays-Bas, on se dit que c'est de la folie. 100 000 € l'hectare, c'est une somme folle. Il vous faut cultiver pendant 500 ans pour la rembourser. Il faut donc réfléchir à ce qui peut être fait face à des prix de marché spéculatifs, à la manière dont nous pouvons fournir un accès aux terres et aux bâtiments pour que les agriculteurs puissent réellement démarrer. Ce que je constate aujourd'hui aux Pays-Bas, c'est qu'il y a des initiatives citoyennes qui rendent cela possible, parce que le gouvernement n'est pas là. Ainsi, je cultive actuellement une terre qui est préfinancée par une fondation. Celle-ci a créé une société locale qui possède les terrains et les bâtiments et obtient un prêt à un taux minime qui doit être remboursé à la fondation. L'argent, ainsi récupéré, est utilisé pour préfinancer une autre ferme. C'est comme ça que j'ai pu avoir accès à la ferme dans laquelle je travaille actuellement, une ferme de 45 hectares. Aujourd'hui, la ferme rassemble 4 entrepreneurs agricoles. Ils pourraient être 16 à l'horizon 2030. Ils basent leur résilience, économique comme biologique, sur la diversité de leur production. Légumes, herbes aromatiques, fruits, pépinières et animaux. On mise sur la diversité car on n'utilise ni pesticides ni engrais artificiels. Ainsi, au lieu de se dire « nous avons un parasite et nous devons l'éradiquer », on se demande « qui pouvons-nous inviter à manger notre parasite ?» Une façon de faire de l'agriculture qui parle tout particulièrement aux jeunes. On suscite beaucoup d'intérêt. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne trouvent pas comment accéder aux connaissances que nous avons. C'est pourquoi on investit beaucoup dans la communication sur ce que nous faisons, mais aussi dans l'organisation de cours pour aider d'autres agriculteurs, ou parfois nous les soutenons personnellement dans leur parcours. C'est aussi la raison pour laquelle nous faisons partie de l'Alliance européenne pour l'agriculture régénératrice, afin d'accélérer la courbe d'apprentissage et l'échange de connaissances. En tant qu'agriculteur, vous n'avez l'occasion d'apprendre quelque chose qu'une fois par an. Vous devez attendre une autre année pour essayer à nouveau différemment. Mais voilà, cet investissement personnel total n'est pas rétribué à sa juste valeur. Dans la ferme d'Anne, une solution est en cours d'évaluation. Je veux gagner honnêtement ma vie en tant qu'agricultrice. Je dois augmenter mes prix pour gagner au moins le salaire minimum. Une nourriture correcte, nutritive et sans poison ne devrait jamais être un produit d'élite. Jamais. Donc, ce qu'on fait maintenant, quand on vend nos légumes à notre communauté locale, nous disons aux gens « voilà le prix raisonnable pour que le revenu atteigne le salaire minimum ». Nous avons ensuite une autre option, qui est un bon prix. On leur dit, si vous pouvez vous le permettre, choisissez le bon prix. Parce qu'en choisissant le bon prix, vous permettrez à quelqu'un de choisir le prix minimum. C'est ce que nous appelons le système de paiement solidaire. Mais en fait, cela devrait se faire à une échelle économique plus importante, car aux Pays-Bas, c'est un peu fou. Nous sommes un pays européen très riche, mais nous ne consacrons qu'une très petite partie de nos revenus, seulement 11 ou 12% à l'alimentation. Il m'est arrivé d'entendre des gens à la ferme, au volant d'une Audi, avec des enfants à l'arrière munis d'iPad, me dire que mes légumes étaient trop chers. Ce n'est pas seulement une question de prix, c'est aussi une question de culture. Et aux Pays-Bas, nous avons cette culture folle qui consiste à faire des économies sur la nourriture. Je pense que c'est une façon très préjudiciable de gérer non seulement la nourriture, mais aussi sa propre santé, car une bonne alimentation, c'est de la médecine préventive. On l'aura compris, agriculteur, c'est un métier passion. Mais la peur d'être isolé dans des zones rurales enclavées peut être un repoussoir pour les jeunes attirés par le secteur. Martin Ziemen, 30 ans, n'est pas agriculteur, mais ingénieur dans la construction navale en Basse-Saxe, dans le nord-ouest de l'Allemagne. En tant que vice-président de Rural Youth Europe, une ONG dont le but est d'améliorer la qualité de vie dans nos campagnes, il a participé la veille au dialogue sur les jeunes dans le secteur agricole et intervient à la conférence dans un débat sur le renouvellement générationnel. Je le rencontre après sa prestation.
L'exode rural des jeunes est toujours une réalité parce que les problèmes dont on parlait il y a 20 ans sont toujours là. Il y a un manque d'infrastructures, un manque d'opportunités et de sentiment d'appartenance pour de nombreux jeunes. Et lorsqu'ils cherchent un emploi, ils doivent déménager en ville et ils ne peuvent pas rester dans leur communauté rurale. Martin est bien conscient qu'il n'est pas possible d'avoir une gare, une école, un hôpital et tous les services d'une grande ville dans chaque petit village. Il en appelle à la créativité des décideurs politiques et suggère des solutions innovantes. Pour les transports publics, par exemple, nous discutons beaucoup des microbus. On espère des solutions impliquant également les nouvelles technologies, comme les solutions de conduite autonome. Certaines petites localités autour de chez moi ont déjà mis en place ce système, ce qui permet d'appeler un bus la nuit pour qu'il se rende à un endroit donné. Ils n'ont donc pas besoin de circuler régulièrement, mais ils se déplacent en fonction des besoins. Pour Martin, assurer le renouvellement générationnel dans l'agriculture passe aussi par la prise en compte de la réalité du quotidien des jeunes agriculteurs, surtout quand ils aspirent à fonder une famille. Une famille prend du temps et toute personne qui a un emploi hors secteur agricole peut avoir des congés. C'est pas possible dans une exploitation agricole. Il faut donc trouver des solutions. Ce que nous avons vu en France, par exemple, c'est qu'il existe un système de remplacement lorsque les agriculteurs tombent malades. Ce système pourrait être élargi. Lorsque les agriculteurs ont des enfants, ils devraient pouvoir faire appel à des aides agricoles pour les épauler pendant plusieurs mois. Pour finir, j'ai demandé à Martin ce qu'il attendait aujourd'hui de la Commission européenne. Nous aimerions que l'accent soit mis davantage sur le développement rural, parce que c'est la base de toute la communauté rurale. Et en fin de compte, c'est aussi la base de l'agriculture. Un autre point qui a également été abordé dans le cadre du dialogue sur la politique pour les jeunes, est qu'on manque souvent de solutions très précises. Il y a toujours de grands mots, de grandes visions, mais où sont les actions et comment voyons-nous l'agriculture européenne dans les zones rurales dans 5 ans ? Pour essayer de dissiper ce flou, je reçois le commissaire européen à l'agriculture et à l'alimentation, Christophe Hansen. Bonjour commissaire Hansen et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour et merci pour l'invitation. On l'a entendu dans les témoignages de Justine et Dan, l'accès au financement et l'accès aux terres sont 2 obstacles majeurs à l'installation des jeunes agriculteurs. Quels sont les leviers d'action au niveau de la Commission européenne pour faire tomber ces barrières ? Premièrement, il n'y a pas que des obstacles qu'on peut résoudre au niveau européen, c'est aussi le niveau national et local qui doit contribuer. Parce qu'on a aussi eu, par exemple, un témoignage du ministre autrichien aujourd'hui qui nous a effectivement présenté aussi pourquoi en Autriche, ils font beaucoup mieux que dans le reste de l'Union européenne. Et c'est dû notamment à une éducation très poussée, couplée aussi avec la recherche. Le deuxième point, c'est évidemment aussi la sécurité sociale qui est une compétence nationale, effectivement, où les États membres doivent contribuer avec des programmes pour rendre aussi la prise de la retraite de l'ancienne génération plus facile. Au niveau européen, ce qu'on va faire, c'est donner un peu plus à ceux qui en ont le plus besoin. Et pour moi, évidemment, les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants et aussi les agricultrices, parce qu'elles rencontrent encore davantage de problèmes pour le financement, sont une de ces priorités où on doit orienter plus l'aide. Donc, il y a évidemment l'aspect financier, mais aussi, vous l'avez dit, l'accès aux terres. Ensemble avec la Banque européenne à l'investissement, on a aussi déjà développé un programme spécifique pour les jeunes pour accélérer cela, mais je pense aussi qu'on doit faire un travail très sérieux avec nos banques et aussi voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. D'un autre côté, c'est évidemment aussi la politique agricole en elle-même qui contribue à la difficulté parce qu'il y a évidemment les paiements par hectare. Souvent, c'est un propriétaire qui continue à percevoir les aides, tandis que c'est un jeune qui les travaille. Ça, c'est des choses qui ne fonctionnent pas comme il faut et il faut travailler dessus. Donc là aussi, on est en train de développer un observatoire des terres agricoles pour justement savoir qui investit dans les terres agricoles. Ça va être très important aussi pour avoir l'information pour trouver des solutions à la problématique. Ce sont des réformes qu'on peut attendre à quelle échéance ?
Il y a une marge de manœuvre limitée dans la politique agricole actuelle, mais comme vous le savez, on va entamer un nouveau cycle basé aussi sur le nouveau cadre financier pluriannuel, où on va commencer juste avant l'été d'en parler. Anne van Leeuwen a expliqué ici comment le peu de considération de la Société pour les agriculteurs l'avait amené à renoncer dans un premier temps à sa vocation. Vous avez des pistes pour revaloriser la profession ? Je pense qu'il faut remettre l'agriculteur au centre de la discussion. On a souvent stigmatisé les agriculteurs pour être à l'origine de certaines dégradations du milieu environnemental. Je pense que les agriculteurs sont les premières victimes, par exemple, du changement climatique, mais ils sont aussi notre meilleure ligne de défense contre le changement climatique, la perte de la biodiversité. Et il faut les utiliser d'une manière positive dans cela, de voir aussi comment ils peuvent mieux aider à la préservation des ressources limitées dont on a besoin pour produire les sols, l'eau et l'air aussi. Il y a des métiers comme médecin, par exemple, qui sont très prisés dans notre société. Un médecin, je pense qu'on en a besoin peut-être 1 ou 2 fois par année si on est en bonne santé. L'agriculteur, on en a besoin tous les jours parce qu'on mange 2 à 3 fois par jour. On a besoin d'aliments sains, justement pour éviter aussi d'aller au médecin. Il est essentiel de reconnecter le consommateur avec le producteur et de payer peut-être un meilleur prix pour les aliments parce que beaucoup de nos concitoyens ont un peu perdu la connexion avec la production réelle. C'est aussi une question culturelle qu'il faut un peu remettre au centre de notre éducation, mais aussi dans les marchés publics, par exemple, qu'on donne une préférence, par exemple, dans les cantines publiques, à des produits biologiques ou des produits régionaux pour que les gens sachent aussi ce qui vient des alentours. Ça va être très, très important. Et l'exemple de cette jeune agricultrice néerlandaise qui n'avait pas d'antécédents familiaux dans l'agriculture, c'est très significatif de voir aussi comment elle essaye de reconnecter les consommateurs avec la production. Ça va être clé pour avoir aussi plus d'appréciation. Vous avez aussi entendu les arguments de Martin Seemann en faveur de solutions innovantes pour désenclaver les zones rurales et y retenir les jeunes. Quels sont les outils à votre disposition en la matière ? Évidemment, on a plusieurs outils au niveau européen pour soutenir les zones rurales. On a d'un côté la politique de la cohésion, où je trouve qu'elle est un peu trop souvent, à mon goût, utilisée plutôt dans les villes que vraiment dans les zones rurales. Mais on a aussi le deuxième pilier de la politique agricole commune qui donne une contribution significative aussi à l'innovation dans le milieu rural pour aussi améliorer les conditions de travail de nos agriculteurs et agricultrices. Ça, c'est une chose. D'un autre côté, on a évidemment aussi les services et les infrastructures. Les gens qui vivent dans les villes, ils prennent certains services comme une normalité. Ils ne le sont pas toujours dans les zones rurales. J'avais récemment une réunion avec les jeunes agriculteurs européens. Il y avait une agricultrice suédoise qui était une productrice laitière et elle me dit là où elle habite en Suède, c'est soit les vaches, soit les enfants parce qu'il n'y a pas de prise en charge des enfants dans certaines zones rurales ou alors il faut conduire pendant 1 heure. Mais si vous avez une exploitation comme ça, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, effectivement, il faut travailler sur ces services dans les zones rurales. Ça va être très, très important pour permettre aussi d'avoir un certain standard de vie compatible avec une vie de famille. Et je pense qu'on a besoin de soutenir ces zones rurales pour avoir une activité économique. Commissaire Hansen, merci beaucoup. Merci à vous. De tous ces échanges, je retiens que oui, il y a urgence à garantir le renouvellement générationnel dans l'agriculture européenne. Cela passe par un accès facilité aux terres et au financement, bien sûr, mais l'avenir des jeunes dans l'agriculture dépend aussi de notre reconnaissance de la valeur du travail investi dans les produits que nous mangeons. Cela s'appelle le juste prix. Ainsi s'achève le 55e épisode de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités, Justine Pope, Anne van Leeuwen, Martin Seemann et Christophe Hansen pour leur contribution à ce podcast. Dans le prochain épisode, nous parlerons viticulture, un secteur qui cherche sa voie sur fond de changement climatique et de crise tarifaire. Je vous dis donc à très vite et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der stratégische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne.
We have to find a new consensus on the future of agriculture.